Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu qu'un certain nombre étaient déjà connectés. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire où, comme c'est indiqué, nous allons parler de veille réglementaire et plus spécifiquement comment réaliser une veille efficace dans le cadre de l'ISO 45001. Alors, nous sommes trois en fait, même s'il n'y a que deux personnes à l'écran. Et je vais inviter Monique à se présenter. Je finirai la boucle tout à l'heure. Merci Mickaël. Bonjour à toutes et à tous. Donc Monique Argot. Moi, je suis consultante HSE chez Tenaxia. Et donc, mon métier consiste à faire de la veille réglementaire et des audits réglementaires. Donc, en matière de santé et sécurité au travail, bien sûr, mais également en environnement, sûreté et énergie. Et donc, je réalise ces prestations dans le secteur industriel pour des entreprises qui appartiennent à des secteurs d'activité très variés. Et en termes de taille d'entreprise, donc ça va de la PME au grand groupe. Et donc, par ailleurs, je suis également auditrice ICA, et donc ce qui me permet de faire des audits de systèmes de management et d'accompagner les entreprises dans la mise en place de leur système de management. Que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui est avec nous et qui vous a dit un petit bonjour par écrit, il y a Emmanuelle Patier, enchantée, donc je suis celle qu'on ne voit pas, mais qui est bien là, et donc je fais partie de l'équipe commerce chez Tenaxia et en particulier Ever HSE. Donc je serai là aujourd'hui pour lire tous vos messages et bien sûr y répondre. Merci à toutes les deux. Et donc, Mickaël Foucault, comme Monique, j'ai longtemps été consultant et je travaille auprès de clients plutôt PME, mais j'ai beaucoup travaillé auprès de grands groupes. J'ai arrêté les audits, moi, pour ma part, et aujourd'hui, je m'occupe d'accompagner les clients QSE et HSE, les responsables QSE et HSE, avec Emmanuel, sous la marque Ever HSE. D'ailleurs, donc ce webinaire est réalisé en partenariat, alors Tenaxia et Ever HSE, qui sont nos deux marques, en partenariat avec les éditions législatives, puisque nous sommes partenaires depuis plus de 10 ans maintenant. À cette occasion, on parlera de veille, on parlera de 45001 et on vous montrera, et ne soyez pas surpris, quelques écrans de nos logiciels. Je vais vous dire ce qu'on fait. Timing prévu 45 minutes, on finit vers 12h15. Les questions et les réponses seront à la fin. Emmanuel se charge de bien les noter pour qu'on puisse y répondre, de peut-être consolider certaines qui se ressemblent, etc. Par ailleurs, le support qui va vous être présenté sera disponible sur notre blog, un blog gratuit qui s'appelle HSE réglementaire. Le support sera mis en ligne, pas aujourd'hui je pense, mais d'ici quelques jours, vous pourrez retrouver tout ça et même revisionner le live si vous le souhaitez. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on démarre. Il y a un problème, les gens n'entendent pas. Pas du tout. Alors, est-ce que... Alors, je vais vous poser une question, parce qu'a priori, est-ce que vous avez bien le son de tout le monde ou pas? A priori, il y a un souci de son. Ah, sinon, ça a l'air d'être bon pour la majorité. Ok. Alors, on va démarrer pour ne pas se rendre en retard, parce que sinon, je vais dépasser le timing. Et on a fait des tests, on est just in time déjà, donc on y va. Alors, donc, je vais juste, vous avez compris qui nous sommes, donc je vais passer très vite sur Tenaxia Ever HSE. Monique nous parlera de la norme et de ce qu'elle demande en matière de veille réglementaire. Et évidemment, le plus intéressant, finalement, c'est ce qu'on va faire après. Pardon, Monique, de cette parole, mais l'idée, c'est qu'on s'appuie sur la norme pour dire comment on fait après, quoi, pour que ça réponde à la norme et que ça soit efficace. Alors, Tenaxia Ever HSE, nous, notre métier, en fait, c'est d'accompagner les responsables QSE, les responsables HSE, les animateurs, interlocuteurs HSE, QSE, dans leur métier au quotidien, et particulièrement sur les sujets que vous avez à l'écran, et notamment la veille et la conformité réglementaire, ce pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui. Et on est une société qui fait à la fois de l'édition de logiciels, et on est aussi société de conseil, et c'est pour ça qu'on parle de solutions globales qu'on met au service des entreprises. Alors, Tenaxia travaille sur tous les sujets que vous voyez à l'écran,
EverHSE est plus spécifiquement axé sur l'HSE et je vais l'illustrer. Tenaxia travaille plutôt avec des grands groupes industriels et des grands groupes tout court d'ailleurs, et Monique en parlait tout à l'heure, de ces types de clients. Et avec EverHSE, on travaille plutôt avec des PME. Et dans les deux cas, comme vous le constatez via les logos, avec tous les secteurs d'activité possibles et imaginables, tant que ce sont des entreprises. On passe au sujet du jour. Je m'arrête là-dessus et je te laisse la parole, ma chère Monique. Merci, Michael. Alors, que dit la norme ISO 45001 en termes de veille réglementaire? Donc, pour répondre à cette question, donc on va voir sur la slide suivante ce que demande la norme. Donc, pour répondre à la question, en fait, il faut aller au paragraphe 6.1.3 qui s'appelle « Détermination des exigences légales et autres exigences ». Et donc, quand on décortique en fait ce paragraphe, on se rend compte qu'il y a 4 niveaux d'exigence. Donc, aujourd'hui, avec Michael, on va surtout vous parler du premier niveau et du 4e niveau. Je reviendrai quand même sur les 2 autres niveaux pour vous en dire 2 mots. Alors, premier niveau d'exigence, eh bien, tout naturellement, le référentiel vous demande en fait de déterminer et d'avoir accès aux exigences légales et autres exigences qui sont applicables à votre entreprise, donc à vos dangers et risques en termes de santé et sécurité au travail. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez capable de trouver donc des sources qui vont vous permettre d'établir votre liste des textes réglementaires applicables, mais également, on va le voir aussi de ces fameuses autres exigences. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce que sont les autres exigences. Ensuite, le 4e niveau d'exigence, le référentiel vous demande de tenir à jour ces informations et de les documenter. Alors, pourquoi les tenir à jour? Eh bien, 2 raisons à cela. Première raison, c'est que la réglementation, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Donc, le législateur va être amené à modifier la réglementation, soit pour la simplifier, soit pour la sévériser, soit pour créer de nouvelles obligations, notamment, par exemple, pour transposer, par exemple, un texte européen. Donc ça, c'est la première raison de tenir à jour votre liste de textes applicables. Et la seconde raison, on va le voir en détail tout à l'heure avec Michael, en fait, votre entreprise aussi n'est pas figée, c'est-à-dire qu'elle va elle aussi évoluer. Demain, peut-être que vous allez acheter des nouveaux équipements de travail ou construire de nouveaux bâtiments. Et donc, dans ce cadre, il va falloir aussi que vous soyez capable de dire, eh bien, OK, j'évolue au niveau de mon entreprise, donc là, la réglementation, elle ne bouge pas. Eh bien, quelles sont les nouvelles exigences à prendre en compte? Alors, tenir des informations documentées, ça va être nécessaire et donc c'est demandé par le référentiel. Pourquoi? Parce qu'au niveau du 2e niveau d'exigence, le référentiel vous demande d'identifier vers qui vous allez devoir au sein de votre entreprise communiquer ces exigences. Donc là, on pense par exemple au service maintenance qui va être en charge d'appliquer bon nombre des exigences en termes de santé et sécurité au travail. Pourquoi? Par exemple, prenons le cas donc des équipements de travail. Certains sont soumis à VGP, donc à contrôle périodique. Et souvent, c'est le service maintenance qui va être en charge de planifier, organiser et suivre la réalisation de ces VGP. Également, on pense aussi à votre service RH qui, lui, est en charge, par exemple, de l'accueil sécurité des nouveaux embauchés ou qui est en charge donc de former les personnes, donc, puisqu'il y a des formations qui sont obligatoires en fonction des postes qui vont être occupés par les salariés. Donc voilà, il va falloir que vous soyez capable d'identifier eh bien, quels sont les services vers qui vous allez devoir communiquer ces exigences. Et donc, il est important, bien entendu, pour cette raison-là, de les documenter. Ensuite, pour vous aussi, HSE, c'est important puisque vous allez devoir reprendre périodiquement ces exigences. Donc, avoir une information documentée, bien entendu, c'est indispensable. Donc, on verra tout à l'heure sous quelle forme vous allez pouvoir, ce que demande le référentiel en termes de documentation de ces informations. Et puis, 4e niveau, demandé par le référentiel. Donc, ça, c'est le 3e point qui apparaît sur la slide. Bien entendu, le référentiel vous demande de prendre en compte ces exigences dans l'ensemble de votre système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, si on regarde, il y a beaucoup
d'exigences dans le référentiel qui parlent des exigences légales et autres exigences. On peut par exemple prendre pour exemple la politique, où la direction doit s'engager à se conformer à l'ensemble des exigences. On peut prendre en compte par exemple la revue de direction, où les exigences sont des données d'entrée de la revue de direction. Et puis pareil sur le point surveillance et mesurage, donc le point 9.1.2 du référentiel, eh bien vous allez ensuite, une fois que vous avez identifié ces exigences, évaluer votre conformité. Voilà. Alors là, nous sommes avec ce paragraphe 6.1.3 au niveau donc du plan du PDCA, c'est-à-dire vraiment dans la partie planification du système. Alors, je vous ai parlé donc de deux termes qui ont leur importance, exigences légales et autres exigences. Donc, vous retrouvez ce terme défini au paragraphe 3.9 du référentiel. Donc, les exigences légales, c'est quoi? Ce sont des exigences si elles concernent votre entreprise pour lesquelles vous êtes obligé de vous conformer. Donc, il va y avoir différents niveaux d'exigences légales. Il y aura potentiellement donc, des exigences qui vont venir du droit international, du droit européen, du droit national et aussi du droit local. Alors, il y a une différence avec l'environnement où en environnement, on a beaucoup d'exigences légales locales. On pense par exemple à l'arrêté préfectoral du site, on pense à l'autorisation de rejet si votre site est raccordé à une station d'épuration communale pour traiter ses effluents. Et donc, il est vrai qu'en termes de santé et sécurité au travail, il y a peu d'exigences locales. On peut néanmoins citer le règlement de voirie si votre entreprise est amenée à faire des travaux sur le domaine public, donc à avoir des chantiers sur le domaine public. Ensuite, les autres exigences, ne pas les oublier, ces autres exigences. Donc là, ce sont des exigences auxquelles, de manière volontaire, vous décidez de vous conformer. Donc, on peut prendre comme exemple les conventions collectives. Si vous appartenez à un groupe, eh bien, votre groupe peut avoir des exigences envers votre établissement en termes de santé et sécurité au travail. Vous pouvez avoir décidé, par exemple, si le risque routier est un risque prioritaire dans votre entreprise, d'avoir signé une charte sécurité routière, donc également à prendre en compte. Et puis, je voulais vous dire donc deux mots des recommandations CNAMS, qu'on appelait avant les recommandations CRAM. Donc, ces recommandations, ce ne sont pas des textes réglementaires, ce sont plutôt, on va dire, des règles de l'art dont l'objectif est d'aider les entreprises à prévenir les risques en termes de santé et sécurité au travail. Toutefois, il faut savoir qu'en cas d'accident, un juge peut utiliser le fait de ne pas avoir pris en compte ces recommandations pour qualifier une faute inexcusable. Donc, attention à ces recommandations. Il faut savoir qu'il y en a d'un bon nombre de domaines. Donc, il y en a en fonction des équipements de travail que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez des presses, il y a des recommandations dans le domaine. Si vous faites des travaux particuliers, par exemple travaux en hauteur ou entrepôts frigorifiques, il y a également, donc en fonction des domaines d'activité, des types de travaux, des recommandations CNAMS. Et enfin, par exemple, si vous avez du personnel qui est amené à conduire donc des appareils de levage, là aussi, il y a des recommandations. Donc, vraiment vigilance sur ces recommandations CNAMS. Information documentée, donc c'est aussi un terme important, donc qui est défini, lui, au paragraphe 3.24. Donc là, une information documentée, c'est une information que l'on doit maîtriser et tenir à jour. Donc là, ça veut dire que vous allez devoir vous définir des règles pour documenter ces informations et les tenir à jour. Donc là, le référentiel ne vous impose rien. Donc, ça veut dire que vous pouvez choisir, par exemple, de rédiger une procédure de veille réglementaire. Vous pouvez créer un processus, comme on l'entend au sens qualité, donc c'est-à-dire une série d'activités qui, à partir donc, de données d'entrée que vous définirez, va permettre de fournir des données de sortie. Ou vous pouvez utiliser un autre support, par exemple, qui peut être un manuel dans lequel vous allez définir comment vous maîtrisez donc vos informations issues de la veille réglementaire et comment vous les maintenez à jour. Alors ensuite, ce que dit le référentiel, et là il faut bien l'avoir aussi à l'esprit, c'est que c'est à vous de définir sous quel format et sur quel support vous allez donc tenir à jour ces informations documentées en lien avec votre réglementaire,
Donc, on va voir avec Michael après des exemples de supports sur lesquels vous allez pouvoir utiliser pour tenir à jour vos informations documentées en termes de veille réglementaire. Et donc, pour conclure sur le référentiel, quelques points supplémentaires. Donc, attention à la cohérence de votre système de management. Bien entendu, lorsque vous allez identifier ces exigences légales et autres exigences, il faut faire le lien avec le paragraphe 4.2 du référentiel qui s'appelle « Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées », puisque dans ce paragraphe, on vous demande donc d'identifier vos parties intéressées pertinentes et leurs besoins et attentes pertinents. Et donc, voilà, c'est là que vous allez pouvoir identifier notamment vos autres exigences. Voilà, et puis donc, ça va vous servir à quoi d'identifier ces exigences légales et autres exigences? Tout à l'heure, je vous en ai parlé dans le paragraphe surveillance. Il y a ce paragraphe surveillance qui vous demande ensuite d'évaluer votre conformité aux exigences et autres exigences. Et ça, donc, ça fera l'objet d'un prochain webinaire qu'on organise avec les EL et qui sera le 24 janvier 2023. Bien, passons maintenant à comment doit être votre processus réglementaire pour qu'il soit efficace. Donc, en fait, ce processus réglementaire, il faut que vous le décliniez en 4 étapes. Première étape, pour répondre au référentiel, donc vous l'avez compris, il va falloir construire sa liste de textes applicables. Donc, on va voir concrètement avec Michael comment construire sa liste de textes applicables. Ensuite, il va falloir bien sûr comprendre les textes réglementaires pour en sortir ce qui s'applique à votre entreprise. Donc là, je vous donnerai 2 techniques qui vont vous aider à être efficace et à bien comprendre les textes réglementaires. Troisième étape du process, bien entendu, c'est d'évaluer sa conformité et de se mettre en conformité. Et puis, on l'a vu, la veille, c'est quelque chose qui évolue, votre entreprise évolue, donc il va falloir s'organiser pour gérer ce processus réglementaire dans la durée. Donc, on verra ça dans une dernière étape. Donc, Michael, je te passe la main maintenant pour la partie construire sa liste de textes applicables. Merci Monique. Effectivement, donc merci pour tout ce descriptif. Construire la liste de textes, c'est vraiment la première des étapes. Et pour ce faire, il y a différents éléments qu'il faut bien prendre en compte. Les 2 premiers que je vais vous citer, c'est 2 éléments, les 2 connaissances que vous devez avoir. La première, c'est l'architecture réglementaire. Comment fonctionne la réglementation? Alors, on n'a pas le temps de le détailler ici. On pourrait y passer une demi-journée ou en tout cas 2 heures que là-dessus. Toutefois, il faut que vous ayez conscience qu'effectivement, il y a des réglementations internationales, européennes, françaises. À l'intérieur des réglementations françaises, il y a des réglementations nationales et d'autres locales. Vous avez quelques mots qui sont mis pour expliquer tout ça. Donc, il faut bien connaître cette partie architecture réglementaire. Pour vous aider, sur notre blog HSE réglementaire, en bas, j'ai mis un petit lien parce qu'on a plusieurs articles qui expliquent comment ça fonctionne avec des exemples très concrets. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder dessus et à faire des recherches sur le blog, puisque ça, c'est important de prime abord. Ensuite, évidemment, il faut que vous connaissiez votre entreprise. Alors là, c'est plus facile, normalement, évidemment, c'est la vôtre. Donc, les questions d'effectifs et de structure, encore que la structure, on ne la connaisse pas toujours. Donc, des fois, il faut peut-être aller se renseigner. Est-ce que c'est une SA? Est-ce que ça fait comment les établissements sont faits, juridiquement parlant? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un établissement? Etc., etc. Donc, tout ça, il faut se renseigner. Les locaux et leurs caractéristiques, donc les dates de permis, qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur, mais aussi toutes les caractéristiques de ventilation. Est-ce que vous avez des portes automatiques ou pas? Donc, tout ce qui va concerner les locaux va être important. Les produits chimiques, peut-être un peu plus facile à imaginer dans le cadre de 45001, évidemment, mais tout ce qui va concerner les produits chimiques, et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore, à faire une belle liste de vos produits avec un beau tableau détaillé sur tous les éléments qui peuvent vous être utiles. Et tout ce qui va être lié au RH de façon de près ou de loin et du suivi médical, vous allez voir que la réglementation nous aide un peu puisque dans le découpage, on parle de travail de nuit, on parle d'apprentissage, on parle des mineurs, des majeurs, de suivi médical renforcé et autres. Les équipements de travail au sens très large du terme, donc que ça soit pour l'industrie des machines en tant que telles qu'on peut les appeler, mais aussi tout ce qui va être petites machines portatives,
mais aussi tout ce qui va être des choses un peu différentes, comme des rayonnements, comme des voies ferrées, comme les ascenseurs, tout ce qui va être utilité aussi. On parle des équipements de travail, mais il faut bien en prendre toutes les utilités qui servent à faire fonctionner l'entreprise. Et puis évidemment, il peut y avoir des cas particuliers. Je pense aux lieux souterrains que je vois à l'écran, où on peut être exposé par exemple au radon, etc. Donc, il faut vraiment que vous ayez une vue globale, à la fois macro et micro, c'est peut-être ça la difficulté de l'entreprise pour pouvoir faire le job correctement de créer sa liste de textes. Donc déjà, il faut avoir ces deux éléments-là, et puis après, il faut aller chercher les textes. Et donc comment on va trouver les textes? Alors, il y a un truc qui est intéressant quand même, c'est que quelles que soient les sources de veille, quelles que soient les sources sur lesquelles vous allez aller pour trouver vos textes, globalement, les thèmes que l'on vous a cités là, ils sont à peu près repris partout. Donc ça, c'est très intéressant et ça peut nous aider largement. Donc il faut s'appuyer sur ces thèmes. Je ne vais pas les lister, vous les avez à l'écran. Et donc, vous allez pouvoir aller sur un certain nombre de sources. Alors, les sources, entre guillemets, officielles, gratuites, c'est Légifrance et c'est Eurlex, l'équivalent de Légifrance au niveau européen. On a mis des liens, en fait, non pas pour que les cliquent maintenant, mais plutôt pour que quand vous ayez le support, vous puissiez y aller. Après, vous avez d'autres sources aussi gratuites pour les premières, qui sont les bulletins officiels des ministères. AIDA Ineris, qui est plutôt environnement, mais on sait qu'il y a des choses communes entre l'environnement et la sécurité, donc vous pouvez aller sur ce site. L'INRS, évidemment, puisqu'il y a des focus juridiques dans l'INRS, et donc c'est très intéressant d'aller voir là. Notre partenaire, les éditions législatives, donc là on rentre dans des choses qui sont payantes pour le coup, mais vous avez tout un catalogue de possibilités d'accès aux textes réglementaires classés et argumentés. Et puis après, vous pouvez aller. Donc tout ça, à chaque fois dans ce cadre-là, c'est plutôt vous avez des sources et vous faites vous-même. Et puis après, vous pouvez faire appel à des sociétés plus spécialisées. Alors évidemment, je vais citer Tenaxia et VRHSE, mais il n'y a pas que nous, qui vont pouvoir soit vous aider, soit carrément construire votre liste de textes à votre place. Et l'idée là, évidemment, si vous faites appel à des gens comme nous, c'est que on vous construise une liste personnalisée sur mesure par rapport à votre entreprise dès le démarrage, sans que vous ayez d'efforts à faire. Donc, on a vu les quelques points nécessaires, et puis après, comment vous allez la formaliser? La chose la plus simple, et c'est souvent comme ça qu'on démarre. Moi, en tout cas, j'ai démarré comme ça quand je l'ai fait. La première fois, quand j'étais responsable HSE d'entreprise, c'est d'avoir un fichier Excel, et puis de lister les textes réglementaires auxquels on est assujetti. Alors, moi, je vous invite, on a mis un exemple là, à bien identifier, donc le titre du texte, ça paraît évident, mais alors, je vais insister sur les colonnes vraiment fondamentales. Le thème, parce que ça vous aidera largement à travailler par la suite, donc classez bien vos textes par thème. La date du texte, c'est important aussi, ça a des valeurs juridiques, tout ça, donc mettez-le. La date de JO, pourquoi? Parce que c'est souvent, pas toujours, attention, mais souvent applicable le lendemain de la parution au JO. Alors, quelquefois, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an après, mais cette date-là, elle est intéressante par rapport à la date d'application. Et puis, surtout, quand un texte, quand il est marqué arrêté du nanana, modifiant l'arrêté du nanana, surtout, vous ne gardez que pas le texte modifiant. Le texte modifiant, vous allez juste mettre sa date, qui est la date de dernière modification du texte. Donc ça, c'est important, parce que ça vous permet de savoir que vous avez bien le texte à jour et éviter de faire la redondance de lignes qui ne serait pas utile. Et puis on va voir que nous, on vous encourage largement à au moins écrire un petit résumé de texte, une synthèse, quelle que soit la longueur, mais vous faites quelque chose. Et puis l'applicabilité. Vous pouvez très bien avoir des textes applicables, dont vous devez vérifier votre conformité, sur lesquels vous devez vérifier la conformité. Mais vous pouvez aussi avoir des textes dans votre liste qui sont pour information, que vous allez garder, parce qu'ils sont soit très proches de l'applicabilité, soit ils vous informent sur quelque chose d'important pour vous, qui vous permet d'appliquer les autres textes. Cette notion de texte pour information a des vertus claires dans la gestion d'une liste de textes. Évidemment, soit c'est Excel, soit c'est d'autres systèmes, et en l'occurrence, là, je vous ai mis à l'écran le système Tenaxia et VRHTSE, où vous voyez que si vous avez des logiciels, eh bien, vous pouvez avoir des formats un peu différents sur la présentation, mais qui reprennent les grandes thématiques que j'ai évoquées, notamment les titres, la date de dernière modif, les grands thèmes ou même les thématiques un peu plus précises, comme vous pouvez les avoir à l'écran. Ce
que je vais repasser la parole à Monique, puisque là, normalement, vous avez construit la liste des textes. Puis, il faut aller un peu plus loin maintenant et s'approprier les textes. Merci, Michael. Donc, maintenant, effectivement, on va vous proposer donc 2 techniques, en fait, qui vont vous permettre d'être efficace et de gagner du temps pour faire votre veille réglementaire. Alors, bien entendu, il faut comprendre les textes et donc là, vous n'allez pas échapper à lire ces textes. Mais donc, en adoptant la technique de lecture qu'on vous propose, vous allez effectivement gagner du temps. Alors, une technique de lecture efficace, ça passe par lire le titre du texte parce que souvent, le titre est très clair. Donc, ça vous permet déjà de savoir s'il s'applique à votre entreprise et sur quoi il va porter dans votre entreprise. Ensuite, il faut lire les 2 premiers articles. Pourquoi? Parce que dans les 2 premiers articles, vous allez encore plus avoir le détail donc, du domaine d'application du texte. Donc, pouvoir confirmer que ce texte est bien applicable à votre entreprise. Et ensuite, aller directement dans les derniers articles parce que c'est dans les derniers articles que le législateur va préciser donc, la date d'entrée en vigueur du texte. Donc, normalement, un texte, il entre en vigueur le lendemain de sa parution au JO, mais il y a des exceptions. Donc, il peut y avoir des délais d'application pour le texte, pour l'ensemble du texte, ou alors des délais d'application pour quelques exigences du texte. Donc là, ça vous donne effectivement ces informations qui sont très importantes sur les conditions d'application du texte. Ensuite, un texte, ça peut être plus ou moins long, donc il peut y avoir des sections, des chapitres, des articles, des paragraphes. Et ce qui est important à bien savoir, c'est qu'une section, elle peut être applicable à votre entreprise et puis la section suivante peut ne pas l'être parce que, par exemple, c'est un texte qui porte sur les bâtiments et donc les sections sont construites en fonction de la date de construction du bâtiment. Donc, il est vraiment important de bien se repérer dans le texte, donc de bien comprendre l'architecture pour justement bien savoir ce qui est applicable à votre entreprise et puis aussi pour ne rien oublier parce que dans un même texte, on peut avoir différents sujets qui sont abordés, donc il faut bien identifier l'ensemble des sujets abordés. Donc voilà pour cette première technique de lecture donc, qui va permettre d'être efficace. Ensuite, l'autre point qui va vous faire gagner du temps, c'est de rédiger un résumé. Donc n'oubliez pas aussi qu'on a dit tout à l'heure que vous allez devoir reprendre régulièrement ces textes. Donc s'appuyer sur un résumé, ça va vous faire gagner du temps. Et de même, vous allez devoir communiquer dans votre entreprise ces exigences. Donc, les services vers qui vous allez communiquer ces exigences seront aussi très contents d'avoir un résumé pour gagner du temps. Donc, un bon résumé, c'est quoi? Un bon résumé, ça commence par un objet, donc en fait, une phrase courte qui va permettre de répondre à la question sur quoi porte le texte. Ensuite, la première phase va vous servir à positionner le texte dans son contexte et en fait de répondre à la question pourquoi le législateur a publié ce texte ou cette modification. Est-ce que c'est pour renforcer la réglementation existante ou autre? Quel est vraiment l'objectif du législateur en publiant ce texte? La seconde phrase, vous allez vraiment faire une synthèse en fait de l'ensemble des thèmes qui sont abordés dans le texte. Donc en lisant cette deuxième phrase, ça va déjà vous permettre de savoir tous les éléments qui sont à prendre en compte dans le texte. Et enfin, avec les phrases suivantes, eh bien là, il va falloir détailler les principales exigences du texte. Et là, il y a une règle d'or à avoir en tête, c'est il faut vraiment être très concret, très opérationnel pour que toutes les personnes qui vont lire le résumé comprennent facilement ce qu'ils doivent faire. Donc, juste, Mickaël, si tu peux revenir sur la slide précédente, en fait, je vais te demander le partage d'écran puisque je vais pouvoir vous donner un exemple, en fait. Donc, est-ce que vous voyez mon écran toujours? C'est bon? Ça vient. Attends, parfait. OK. Donc là, en fait, on est sur la base des textes qui sont gérés par Tenaxia. Donc là, vous voyez l'ensemble des textes que nous gérons. Et donc là, il y a un moteur de recherche dans lequel on peut rentrer soit un sujet, par exemple équipement sous pression, ou on peut rentrer, comme je l'ai fait, effectivement, le numéro du texte, puisque dans notre base, en fait, chaque texte a un numéro unique. Donc là,
je rentre dans le texte. Et donc, en fait, avec cette roue, on peut déjà accéder aux différents éléments qui constituent le texte. Donc, je vous ai dit voilà, je vous amène déjà dans le corps du texte. Donc là, on voit effectivement le titre qui est mis en avant. Et au niveau de notre base, en fait, on va soigner l'identification des exigences. Donc là, vous voyez, je suis sur l'article 3. Mais nous, on a bien repéré, en fait, de manière distincte, les exigences de l'article 3. Sur ce volet-là à droite, on peut préciser des informations. Donc, par exemple, là, c'est un résumé de l'exigence. Donc, ça permet rapidement d'avoir accès au contenu de l'exigence. Et parfois, donc, si l'article en question a un délai d'application, on va également pouvoir le préciser. Donc là, ce n'est pas le cas pour cet article-là. Et par exemple, aussi, certains articles, ils sont à évaluer à fréquence régulière, hein, tous les ans, ou voilà. Et donc là, pareil, on peut être amené à le préciser dans cette partie-là à droite. Alors ensuite, je vous disais qu'un texte, effectivement, eh bien, il faut faire un bon résumé pour que ce soit pratique à utiliser. Donc voilà, vous avez ici donc l'objet qui permet de savoir concrètement à quoi s'applique ce texte-là. Et puis, donc, voilà, on situe le contexte et puis, donc, on détaille après donc, les principales exigences du texte. Donc là, voilà, il y a vraiment beaucoup d'exigences dans ce texte-là. Donc, on les fait ressortir effectivement par un jeu d'écriture. Ce qui est important aussi à avoir en tête, pour faciliter l'utilisation d'un texte, on vous conseille aussi de ne pas hésiter à faire des tableaux ou à faire des logigrammes, puisque voilà, c'est quelque chose qui permet aussi d'être plus facilement compréhensible pour le lecteur. Alors, dernier point que je voulais vous montrer, ce sont les conditions d'application également. Voilà, donc parfois, les conditions d'application, elles sont assez simples, mais parfois, voilà, il y a des conditions d'application particulières pour certaines exigences du texte. Donc voilà, là, on va également bien décrire les conditions d'application du texte. Donc là, en l'occurrence, c'est un texte qui n'a pas été modifié depuis sa parution. Donc là, on n'a pas de résumé donc, de la modification, puisque Michael vous l'a dit, donc c'est important de travailler sur des textes consolidés. Donc là, s'il y avait une modification du texte, on aurait fait effectivement un résumé donc, de la modification. Donc voilà, Michael, je te repasse la main pour la partie gérer son processus de veille dans la durée. Merci Monique pour tout ça. Effectivement, alors juste avant, évidemment, quand vous avez compris le texte, il faudra évaluer sa conformité, il faudra vous prononcer si vous êtes conforme ou pas conforme, et c'est ce que la norme le demande sur l'intégralité de vos textes. Donc, pour info, on traitera spécifiquement ce sujet de l'évaluation de la conformité dans un webinaire qui est déjà programmé le 24 janvier 2023, même si je crois qu'il ne peut pas encore s'inscrire, mais il est programmé dans nos agendas. Vous pouvez vous le noter si vous le souhaitez, ce sera les mêmes horaires. Alors, la veille. Eh bien, vous avez une liste de textes, vous avez tout compris, vous avez évalué, et donc, eh bien, la réglementation évolue. Donc, et, Monique l'a dit tout à l'heure, votre entreprise évolue. Hein, donc, il faut bien avoir ces deux aspects-là en tête. Alors, moi, je vais plutôt m'attarder sur la partie la réglementation évolue. Alors, la réglementation évolue. Je ne reviens pas sur la partie entreprise qu'il faut que vous ayez en tête, évidemment. Je vais plutôt m'attarder sur les sources de veille, puisque le premier des points, c'est où est-ce que je vais trouver l'information de cette évolution réglementaire. Alors, les évolutions réglementaires, de façon basique, j'allais dire, c'est le journal officiel, qu'il soit en France ou en Europe. Le deuxième point, des choses qui ne sortent pas forcément au JO, mais au bulletin officiel des ministères, eh bien, c'est d'aller regarder les bulletins officiels. Donc ça, c'est si vous avez du temps pour lire tous les matins le JO ou tous les X semaines les bulletins officiels des différents ministères qui peuvent vous impacter. L'autre point, c'est le deuxième où il y a plein de liens aussi, et c'est gratuit. Il y a les actualités juridiques de l'INRS, par exemple, que vous pouvez consulter. Elles sont mises à jour tous les mois, mais elles sortent avec à peu près 1 à 2 mois de décalage, plutôt 2 d'ailleurs, sur les sorties des textes. Aida Ineris a un petit menu, pareil, nouveauté, donc vous pouvez aller jeter un œil. Tout ça, c'est gratuit. Et puis, il y a différentes newsletters qui existent, et notamment nous, dans le blog HSE réglementaire, pour info, on fait une mise à jour mensuelle et on liste tous les textes nouveaux ou modifiés qui paraissent chaque mois.
en matière de santé et sécurité au travail, mais aussi d'ailleurs d'énergie ou d'environnement. Donc ça, c'est gratuit, vous pouvez vous y faire. Après, il y a d'autres systèmes qui existent, qui deviennent payants, mais évidemment, s'ils sont payants, c'est qu'ils apportent de la valeur ajoutée. Enviroveille, alors je ne vais pas tous les citer, je vous cite Enviroveille, puisqu'il est assez connu. Vous pouvez avoir une newsletter tous les 15 jours qui vous synthétise les réglementations qui sortent en HSE de façon générale. C'est pas très cher et vous pouvez choisir des secteurs d'activité. Quand je dis pas très cher, c'est quelques centaines d'euros. Hein. Alors ça ne vous fait pas de liste de texte, ça ne vous fait pas tout ça. C'est vous recevez un document et puis mais ça a le mérite d'être synthétique et d'être à des parutions périodiques claires. Les éditions législatives ont des systèmes, plusieurs d'ailleurs systèmes d'abonnement, où vous pouvez vous tenir informé de la réglementation qui sort en matière de santé et sécurité au travail. Et donc là encore, l'avantage, le plus par rapport à Environveille, parce que c'est un petit peu plus cher aussi, mais vous avez beaucoup de synthèse, de résumés, de conditions d'application, de mise en perspective vis-à-vis d'autres sujets. Donc ça, c'est aussi intéressant. Puis après, il y a des veilles dites personnalisées, voire sur mesure. Les mots se rejoignent, mais l'idée, c'est vous pouvez faire appel à des sociétés, alors évidemment comme les nôtres, encore une fois, Tenaxia et VRHSE, mais nous ne sommes pas les seuls. En fait, nous, notre métier, si je prends notre exemple, c'est vous donner la réglementation qui s'applique à vous chaque mois ou chaque trimestre, ou tous les 2 mois. On peut faire ça à période définie. Et vous n'avez que ce qui vous concerne, avec des résumés, avec des notes spécifiques des consultants, etc. Alors, je commençais à parler de périodicité de veille. Elle peut être diverse, cette périodicité, chacun choisit la sienne. Bon, moi, clairement, je ne vous engage pas du tout à faire de la veille journalière. D'ailleurs, vous n'en avez pas le temps, ça tombe bien, parce que c'est quand même mieux d'être au mois minimum, voire un peu plus. Bimestriel, trimestriel. Dans la veille réglementaire, il y a, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, il y a les nouveaux textes, et puis il y a les modifications de textes. Donc, les nouveaux textes, ça représente à peu près 30% de ce qui sort au journal officiel. Et donc, la majorité, ce sont des textes modifiant des textes existants. Donc, attention à cette notion-là, parce que ça veut dire que normalement, vous avez déjà identifié 70% de ce qui bouge, j'allais dire, et qu'il va falloir se focaliser sur le changement qui apparaît dans la réglementation. Et voir si ce changement a un impact. Il n'en a peut-être pas, ce changement. Un texte peut être modifié sur un paragraphe qui ne vous concerne pas à l'intérieur du texte. Hein. Donc, très important d'avoir cette notion de nouveauté et de modification. Comme Monique l'a dit et comme on l'a déjà dit, attention aussi aux conditions d'application dans la partie veille réglementaire, puisque une modification de texte, par exemple, peut être applicable de suite comme peut être applicable à plus long terme. Donc, important de prendre ça en tête. Et évidemment, tout ça, je vous parle de la veille, mais il va falloir formaliser tout ça et donc mettre à jour votre liste de textes applicables. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand c'est un nouveau texte, on ajoute une ligne. Quand c'est une modification de texte existant, on met à jour la ligne du texte qui existe déjà. On ne crée pas une nouvelle ligne, sinon vous allez vous retrouver avec des... Moi, j'ai déjà vu des listes de textes à 800, 900 lignes, ce qui n'a pas de sens, en fait, pour être très clair, dans une liste de texte. Ça n'a pas de sens. Et puis, évidemment, si le texte est nouveau ou s'il est modifié, il faudra évaluer la conformité spécifiquement là-dessus. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut nous fournir à nos clients. Donc, je vais revenir d'ailleurs à la page de garde. Voilà, ça peut ressembler à ça, un bulletin de veille. Là, j'ai pris un exemple de VRHSE. Donc, sur le mois d'août, cette entreprise Fermenco a reçu son bulletin de veille. Dans ce bulletin de veille, il y a un sommaire avec un certain nombre de textes qui la concernent. C'est une veille personnalisée. Hein. Donc, moi, je vais aller regarder la partie sécurité, puisque c'est le sujet du jour. Et donc, sur ce texte sécurité, on voit que c'est un texte, c'est une partie du code de la route, hein, un extrait du code de la route. Donc, avec la petite coche verte, on voit que c'est un texte applicable dans ma base réglementaire qui vient d'être modifié, c'est ce que signifie le crayon. Et donc, quand un texte est modifié, alors nous, on appelle ça une note de version. En fait, on rédige, et Monique, vous le conseillez tout à l'heure, une synthèse de la modification. Donc, objet de la modification du 24 août, voilà, il y a la périodicité des visites médicales préalables obligatoires pour certains conducteurs de véhicules qui ont été changés. Voilà, et donc là, on dit à qui ça s'applique, et on dit un peu plus bas, qu'est-ce qui a changé, et on met
l'entrée en vigueur. Alors là, l'entrée en vigueur, vous voyez, c'était 3 jours après la modification du texte. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'il va falloir lire dans ce décret du 24 août, finalement, qui a modifié une partie du code. Je vous ai dit, attention, quand vous avez une modification comme ça, donc vous allez mettre à jour votre liste de texte, et puis, eh bien, vous allez devoir aller, je vais chercher mon écran, hop, et le mettre là, vous allez devoir mettre à jour votre évaluation de conformité. Et donc, pour ce faire, pardonnez-moi, hop, regardez, si ça va bien, en fait, ce texte, dans notre système à nous, là, il est marqué à évaluer suite à modification. Donc, j'avais dit que j'étais conforme en 2019. Le texte vient d'être modifié, et donc on me dit, attention, j'avais mis conforme. Donc, admettons que je vais le faire en rapide, hein, on est bien toujours conforme. Moi, je vous conseille de mettre un petit commentaire. Eval, je suis un peu en retard, le top 2022, suite, modif, août. Je vais mettre qu'il n'y a pas d'impact. Voilà. Et j'enregistre, je repasse mon texte conforme et je ferme mon application, je reviens sur mon bulletin de veille et je continue à traiter ma veille. C'est le concept qu'on nous propose, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà sur la partie veille réglementaire et comment faire sa veille de façon la plus efficace possible. On va passer, Monique, je te repasse la main sur les points clés. Je vois que le temps est très court, donc il faut qu'on soit très succinct. Alors, merci Mickaël. Donc, en termes de points clés à retenir, on va dire qu'ils appartiennent à 3 axes. Donc, vraiment, il faut bien connaître votre entreprise, les sources de veille possibles, l'architecture réglementaire. Portez attention, on l'a dit, donc ce domaine d'application des textes. Donc là, il y a des choses qui peuvent vous aider pour éclaircir comment, le domaine d'application des textes. Donc, vous pouvez par exemple avoir des circulaires qui vont vous aider à comprendre ça. Ensuite, bien comprendre les textes, les modifications, et puis appliquer des méthodes, c'est très important. Donc, méthode de veille, de mise à jour de votre liste de textes, et puis donc de lecture des textes. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre d'être efficace. Voilà, on passe au temps de questions maintenant, Mickaël. Écoute, avec plaisir. J'ai vu qu'Emmanuel en avait sélectionné un certain nombre. Donc, je vais les prendre dans le chat parce qu'elle en a sélectionné plusieurs. Merci beaucoup. Alors, je les prends dans l'ordre, que je les vois. Donc, comment fait-on lorsqu'on a un problème sur l'interprétation du champ d'application d'un texte? Alors, il y a la première des réponses, c'est que si vous avez la chance d'être accompagné par une entreprise, posez la question à vos consultants qui vous accompagnent. En tout cas, nous, on fait ça vis-à-vis de nos clients. Sinon, rapprochez-vous peut-être de votre fédération, de votre syndicat professionnel. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir avec une interprétation sur un champ d'application, ça peut être intéressant. Vous pouvez aller jusqu'à, demander, à des gens, justement, des CARSAT, etc. Mais dans un premier temps, restez dans votre cercle. Peut-être les CCI ou les groupes, si vous appartenez à des groupes locaux. Il y a souvent des groupes de sécurité HSE locaux dans les départements, donc vous pouvez faire ça aussi. Je ne sais pas si ça va répondre à la question correctement. Monique, tu as une idée ou pas? Alors, moi, je conseillerais aussi en complément peut-être de vérifier justement s'il n'y a pas des circulaires ou des instructions sur le sujet. Parfois, ces textes sont là pour aider justement à comprendre le champ d'application, à comprendre le contenu du texte. Donc voilà, je pourrais conseiller en complément de vérifier s'il n'y a pas une circulaire ou parfois aussi sur certains sujets, le législateur a eu tendance ces dernières années à sortir des guides d'application vraiment qui aident à comprendre. Je pense par exemple à un guide sur tout ce qui est modification de machines. Ouais, donc ce sont vraiment des outils utiles qui aident à comprendre le champ d'application et les conditions d'application d'un texte. Autre question, combien de textes en moyenne sont applicables à une entreprise en matière de santé et sécurité au travail? Alors,
Question pas si simple parce que très dépendante du secteur d'activité, très dépendante des caractéristiques de l'entreprise. Alors j'ai bien compris que la question c'était en moyenne. Allez, en moyenne, si j'enlève l'environnement, vraiment je parle que de santé sécurité au travail, moi je dirais entre 150 et 200. Est-ce que tu me rejoins ou tu te dis un autre chiffre, Monique? Moi, je dirais entre 200 et 250. Ouais, tu vois. Bon, moi j'enlève pas de radioprotection, pas de trucs bizarres, hein, que Oui, du classique, et c'est pour ça que j'ai descendu un peu le chiffre. Mais oui, effectivement, tu as raison. Vous voyez, donc entre 150 et 250 en fonction des caractéristiques de l'entreprise et aussi en fonction, c'est important de le noter, du mode de découpage du code du travail, par exemple, et des autres codes en général d'ailleurs. Euh, En fonction de comment vous découpez le code et comment vous dites, ah bah tiens, le bruit dans le code, moi je l'ai séparé, j'ai pris un chapitre ou j'ai pris une section, etc., bah, vous pouvez faire varier ce chiffre de façon conséquente. Hein. Donc, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions. Alors, lorsqu'une loi est annulée, est-ce que vous la retirez du système ou est-ce qu'elle reste? Alors, une loi annulée, ça arrive. C'est pas là non plus abrogée, ça arrive plus souvent qu'annulée. Je me permets de jouer sur les mots, mais admettons qu'elle soit abrogée ou annulée, peu importe. Est-ce qu'on la retire du système? Alors nous, dans notre système à nous, on ne va pas la retirer par défaut. On va d'abord échanger avec notre client sur s'il a mis de la conformité dessus, est-ce qu'il a bien regardé s'il n'y avait pas autre chose pour transférer quelque part son niveau de conformité à un autre. Parce que souvent, quand c'est annulé ou abrogé, il y a quand même un équivalent quelque part. Voilà, donc on peut. Alors nous, on ne le fait jamais, en tout cas, sans l'accord de notre client. On ne retire jamais quelque chose comme ça sans un échange préalable. Je me permets de passer à la question suivante. Donc, les textes qui paraissent sont-ils majoritairement des textes nouveaux ou des textes modifiants? Allez, moi je dis toujours 70% environ modifiés. Et je pense qu'on est, enfin, Monique, tu vas me dire, mais on doit être à peu près dans le. oui, tout à fait, oui. Alors, combien de temps consacré à la veille? Alors, pas facile. Combien de temps consacré à la veille? J'ai plus le chiffre en tête. Et Emmanuel, tu peux m'aider? Tu l'avais en tête, toi, ou pas, ce chiffre? Je t'interpelle direct, là, mais parce qu'on l'a travaillé il n'y a pas longtemps. Ça peut être quelques jours par mois, si vraiment vous n'avez aucune aide. Hein, vous faites tout au JO, vous débrouillez vraiment tout seul. Ça peut durer Jusqu'à 2 jours. Jusqu'à 2 jours par mois. Merci, Emmanuel. Et par contre, alors évidemment, plus vous prenez de l'aide, plus vous prenez des types d'abonnements, etc., bah, plus ça réduit, forcément. Donc on peut y consacrer 2 heures, en fait, si vraiment vous avez un système qui vous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, 2 heures à 2 jours. Si vous n'avez aucune veille, comment initier et ne pas oublier des textes applicables déjà parus? Alors évidemment, si vous faites appel à des entreprises, bah, nous, quand on fait ça, on prend en compte toute la réglementation applicable, qu'elle date de 1950, 2022, si elle est encore en vigueur et qu'elle est applicable, elle sera mise. Et vous, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que comment pas oublier de texte. En fait, si vous allez sur des sites que j'ai cités tout à l'heure, si la loi est en vigueur, quelle que soit sa date, il faut la prendre en compte. Donc il y a beaucoup d'ailleurs d'articles du Code du travail ou de décrets qui datent des années 80-90 en sécurité et qui sont tout à fait applicables en ce moment. Il y a une question sur le CODIT. Alors effectivement, c'est un outil qui existe, le CODIT. C'est un outil qui existe. Alors il est intéressant, par contre, attention, il n'est pas exhaustif. Voilà. Il prend en compte le code du travail et pas l'ensemble de la réglementation applicable. Et donc, par exemple, Monique montrait un arrêté sur les équipements sous pression qui est un arrêté majeur, en l'occurrence celui-là. Il n'est pas dans le CODIT. Donc le CODIT, c'est une bonne base de travail. Ça peut d'ailleurs aider à la question de Lucas sur comment je fais pour ne pas oublier de texte, pour démarrer, mais ça ne sera pas exhaustif quand même. Attention à ça. Donc, bon outil. Le CODIT, je ne sais même plus comment on l'a. C'est un extrait sur, je crois que c'est sur Légifrance qu'on peut le sortir, ou en tout, si vous tapez CODIT, vous pouvez l'avoir. Mais encore une fois, attention, c'est un outil qui n'est pas du tout exhaustif. Voilà, je crois que j'en ai à peu près répondu aux questions. On a dépassé un tout petit peu le temps. Donc, il va nous rester à vous remercier de votre présence. Vous dire, je vous répète que le support sera mis en ligne dans quelques jours sur notre blog HSE réglementaire. La vidéo aussi d'ailleurs, mais la vidéo sera aussi dispo sur Webikeo. Elle va le rester pendant quelques temps, donc il sera revisionnable sans problème.
Et donc, comme c'est moi qui ai la parole, je vais remercier aussi évidemment Monique et Emmanuel pour cet exercice de webinaire. Et on vous donne rendez-vous finalement au mois de janvier pour faire la suite, en fait, qui est la partie conformité réglementaire, une fois que vous avez une bonne liste de textes. Merci à toutes et à tous, et puis bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci bien, au revoir. Au revoir.